Bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous en cette période assez inédite, inattendue et impensable pour parler d'un sujet qui n'est pas forcément d'actualité, quoique, qui est celui du handicap et surtout de cette question, le handicap doit-il, peut-il être intégré à la RSE? Donc, durant toute la présentation, si vous avez le moindre problème de son ou de vidéo, vous pouvez nous envoyer un message via l'onglet questions. Donc, on fera un grand plaisir d'y répondre. Et on va attendre encore 2 petites minutes pour les derniers retardataires pour qu'ils puissent se connecter. Alors, en attendant, vous pouvez déjà répondre à un premier sondage. Sur votre écran, sur la partie droite, vous avez sondage, et ce sondage porte sur votre taux d'emploi au sein de votre entreprise. Alors, hein, c'est par des fourchettes, donc n'hésitez pas à répondre, on reprendra ça tout à l'heure dans le cadre de cette présentation. N'hésitez pas aussi dans la partie questions, si vous voulez poser des questions en cours de route, n'hésitez pas à vous faire des commentaires, tout cela est le bienvenu. Et bien évidemment, nous allons essayer de revenir sur l'ensemble des questions à la fin de la présentation. Et pour les questions sur lesquelles vous ne pourrez pas répondre ou par manque de temps, on va vous contacter directement par mail. Donc, il est 9h01. Christian, on va commencer, si ça vous convient? Mais avec plaisir, absolument. Donc, peut-être par la partie présentation déjà. Donc, je suis Christian Grappin, le directeur de l'association Tremplin Handicap, et je suis aussi président du jury du concours Tous en scène. Vous saurez tout à l'heure sur tant ce concours Tous en scène que plus en détail aussi sur l'action de l'association Tremplin Handicap. Yann, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Yann Samja, je suis le responsable marketing de l'agence Epoca, une agence de communication corporate RH et B2B basée à Paris. Et surtout, j'ai le plaisir d'accompagner depuis maintenant quasiment 5 ans Christian dans l'opération Tous en scène, sur lequel j'accompagne de la communication, la relation école et la relation avec des entreprises partenaires. Donc, pour aborder notre sujet, handicap et RSE, il faut d'abord vous donner le contexte parce que l'intégration éventuelle du handicap à la RSE dépend des enjeux auxquels nous voulons répondre. J'en profite pour vous dire qu'il y a aussi un deuxième sondage. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, il y a un premier sondage qui est en cours, qui est celui de la connaissance de votre taux d'emploi. Et il y a aussi un deuxième sondage qui va apparaître, alors dans l'onglet sondage, qui est sur votre droite, sondage qui justement nous sera fort utile pour cette présentation, qui est de savoir si, d'après vous, pour vous, le handicap doit être un élément important de la RSE. Donc, n'hésitez pas à répondre durant la présentation à ce deuxième sondage. Il n'est pas encore en ligne, mais cela va apparaître bientôt. Donc, d'abord, quelques éléments de contexte. Premier élément de contexte, le cadre législatif. Ça fait plus de 96 ans que le législateur parle du handicap jusqu'à arriver à l'année 2005. Alors, petit passage vite fait en revue, 1924, c'est la première loi qui impose un quota d'emploi. Alors, il était de 10% à l'époque, mais ça concernait principalement et uniquement les mutilés de guerre.
et ce quota était applicable aussi aux entreprises de plus de 10 salariés. Ensuite, deuxième époque, 1957. 1957, dans cette loi-là, apparaît le terme de travailleur handicapé. L'obligation est toujours de 10%, mais il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que ces 10% sont séparés en 7% d'obligations d'emploi pour les mutilés de guerre et 3% pour les travailleurs handicapés. Encore une fois, le terme apparaît ici. La loi de 1975, qui est une loi d'orientation, où il est question pour les personnes handicapées de droit au travail, de garantie minimum de ressources et également un sujet qui nous tient particulièrement à cœur au sein de l'association Tremplin, de droit à l'intégration scolaire. Au passage, c'est aussi cette loi-là qui crée les COTOREP, les fameuses commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel. Vient la loi de 1987. Cette loi, c'est la loi en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés qui institue pour les entreprises de plus de 20 salariés cette obligation et ce fameux quota de 6%. Alors, on va dire comment vient ce quota de 6%? Je vous l'ai dit, en 57, l'obligation de 10%, c'est 7% pour les mutilés de guerre et 3% pour les travailleurs handicapés. Eh bien, en 1987, en fin de compte, ce quota de travailleurs handicapés double, il passe de 3% à 6%. Voilà où nous en sommes. Et cette loi de 1987 amène aussi la création de la GFIP. Je crois que nous avons quelques participantes ou participants de la GFIP. Eh bien, voilà, c'est 1987. Autre date qui est importante pour nous, alors ce n'est pas le législateur, mais c'est 1992, eh bien oui, c'est la création de l'association Tremplin Handicap, mais j'y reviendrai par un réseau d'employeurs partenaires. Enfin, dernière date, 2005. 2005, c'est la loi pour l'égalité des droits et des chances pour la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est celle que tout le monde connaît aujourd'hui. Plusieurs intérêts de cette loi de 2005. D'abord, le législateur donne une définition au handicap. Donc ça, c'est important. C'est la première fois que dans une loi, il y a cette définition du handicap. Mais il y a aussi plusieurs axes de cette loi. Entre autres, la création du FIPHFP, il a fallu attendre 2005, et puis tout ce qui concerne aussi le parcours éducatif, et entre autres l'obligation pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur de permettre à égalité de chance aux étudiantes et aux étudiants qui sont en situation de handicap de réussir dans leur parcours. Voilà pour ce panorama rapide des différentes lois en France. Alors, il y a aussi des lois européennes, il y a aussi des lois internationales, évidemment, qui sont venues s'ajouter à cette évolution législative en France. Ce qui est important, c'est 96 ans après la loi de 2024, 33 ans après la loi de 1987, 15 ans après la loi de 2005, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, la plateforme RSE a été saisie par Sophie Cluzel, donc la ministre en charge des personnes handicapées, pour faire un constat et faire des recommandations. 3 constats sont apparus. Premier constat, c'est qu'aujourd'hui encore, on est loin du taux d'emploi. Il y a, hélas, un taux de chômage important et il y a également un faible niveau d'études et de qualification des personnes qui sont en situation de handicap. Alors, Yen, est-ce qu'on peut connaître les résultats du sondage sur le taux d'emploi? Oui, donc actuellement, le résultat du sondage, 18% des répondants sont à un taux autour de 6 à 8%. 18%, c'est ça? Oui, exactement. 36% sont à un taux entre 4 et 6. 27 sont à un taux entre 2 et 4. Et 18% dans un taux entre 0 et 2. Donc, nous sommes plutôt majoritairement dans la bonne tranche, ou presque dans la bonne tranche des 6%.
Alors, quel est ce taux aujourd'hui du taux d'emploi? La loi nous impose un taux de 6%. Le public, donc les opérateurs publics, l'État, les collectivités territoriales et la fonction hospitalière à 5,4 et le privé n'est que à 3,4%. On parle ici évidemment de taux d'emploi direct. Deuxième point soulevé par la plateforme RSE, c'est le taux de chômage important. Alors, parler de taux de chômage, c'est bien, mais c'est aussi important de parler de taux d'activité, de taux d'emploi et de taux de chômage. Vous avez ici une comparaison entre tout le public et les travailleurs qui sont handicapés. Quand je parle de travailleurs handicapés, je parle des 2,8 millions de travailleurs handicapés qui ont une reconnaissance et donc qui sont, au terme de la loi de 2005, bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Vous voyez les différences en termes de taux d'activité, en termes de taux d'emploi et en termes de taux de chômage. Je crois que les commentaires ne sont pas utiles. Les écarts sont très importants et on voit qu'on est loin vraiment d'être dans une démarche de société inclusive. Dernier point de ce bilan, le faible niveau d'études. Nous reprenons ces 2,8 millions de bénéficiaires et là aussi, une comparaison entre l'ensemble du public et ceux qui sont les bénéficiaires d'une reconnaissance. Eh bien, on voit, si on regarde que le dernier élément, la partie Bac+2 au supérieur, que j'arrondis les chiffres, que seuls 20% des personnes handicapées en âge de travailler, j'insiste, ont un niveau de qualification supérieur au bac, ce qui veut dire que 80%, si c'est le chiffre que l'on entend, mais depuis trop d'années d'ailleurs, que 80% des personnes handicapées ont un niveau de qualification inférieur au bac, ce qui est évidemment loin d'être très satisfaisant. Derrière ça, une nouvelle qui n'est pas très satisfaisante, depuis 2017, le handicap est devenu la première cause de saisine du défenseur des droits. Ça ne s'est pas arrangé en 2018, ça reste toujours, et le taux de dossier augmente, toujours la première cause de saisine du défenseur des droits pour discrimination. Et il y a deux points noirs dramatiques. C'est que le premier lieu qui est la cause de discrimination pour des raisons de handicap, c'est l'emploi privé et l'emploi public, qui à eux deux, justement, cumulent ce taux de 8,2%. Et puis, il y a un deuxième point qui est aussi très important, c'est que le deuxième lieu de discrimination pour cause de handicap, c'est l'éducation, avec un taux excessivement élevé de 5,4%. Donc, vous voyez que les choses sont loin d'être gagnées, malgré ces 96 ans de loi handicap et malgré la dernière loi de 2005, on a encore, notre société française a encore beaucoup de progrès à faire. La plateforme RSE a aussi repéré, identifié quelques freins, je vous en soumets quelques-uns. 3 freins, l'image du handicap en entreprise, le déficit de formation, on l'a vu, et puis également la position dans l'organisation, dans les entreprises, dans la stratégie de la politique handicap. Pour traiter ce premier point de l'image du handicap dans la société et plus particulièrement dans l'entreprise, eh bien, nous allons nous appuyer sur 2 études menées conjointement avec l'agence EPOCA. Yen, je vous laisse présenter ces 2 études. Merci Christian. Donc effectivement, on s'est posé la question avec Christian il y a quelques années déjà pour comprendre la perception qu'ont les différentes populations du handicap. Alors, on a décidé de lancer en 2016 une étude qui s'appelle la perception du handicap au sein des entreprises, une
est menée auprès des entreprises et d'administrations et qui a eu plus de 1500 répondants. Et on a complété cette étude l'année dernière avec la perception du handicap au sein de l'enseignement supérieur. C'est une grande première. Actuellement, il n'y a pas d'étude de cette envergure qui mesure la perception qu'ont les étudiants et les jeunes diplômés sur le thème du handicap. Et nous avons réussi à récolter quasiment 2200 répondants. La première partie de l'étude, je pense qu'il est intéressant d'avoir une vision globale sur comment est perçu le handicap par les différents répondants. À la première question, pensez-vous que le handicap doit être un sujet important dans la société française? Là, la chose la plus importante à noter, c'est que les répondants, qu'ils soient étudiants ou salariés, on est tous à un taux supérieur à 90% de oui. Donc, très grande majoritairement, la population française considère que le handicap doit être un sujet important. Sur la question des préjugés, parce qu'on sait qu'en France, on a quand même pas mal de préjugés envers cette notion du handicap. Encore une fois, ces préjugés sont confirmés par les résultats de l'étude. Dans le monde du travail, les répondants considèrent à plus de 90% qu'il y a des préjugés contre les personnes en situation de handicap. Et dans l'enseignement supérieur, la situation est légèrement mieux, avec un taux de 61 à 74% de répondants. Mais les préjugés ne vont pas forcément dans un seul sens, parce que derrière cela, les personnes handicapées ont-elles également des préjugés négatifs, d'une part vis-à-vis du monde du travail, avec 80% des répondants qui considèrent qu'effectivement, les personnes handicapées ont des préjugés négatifs vis-à-vis du monde du travail, mais également vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Il y a un chiffre que je n'ai pas mis dans le slide, mais que je peux vous communiquer a posteriori, c'est la vision des personnes en situation de handicap. Là, pas de grande surprise non plus, les personnes handicap jugent également qu'elles ont elles-mêmes des préjugés majeurs contre l'enseignement supérieur et le monde du travail. Oui, et une très forte majorité en plus, puisque c'est pratiquement plus de 80% des personnes handicapées qui reconnaissent qu'elles ont des préjugés tant vis-à-vis du monde du travail que de l'enseignement supérieur. Et globalement, quelle est la perception des répondants par rapport à l'évolution de la perception du handicap depuis 5 ans? Donc là, plutôt un bon signe. 80% de réponses négatives au sein des missions handicap. Mais si on regarde la position plus globale, on arrive à quasiment un répondant sur 2 qui considère que la situation est en amélioration ou en forte amélioration pour la perception du handicap. On a toujours un autre sur 2, le verre moitié vide, qui considère qu'il n'y a quasiment pas eu d'évolution. Si on s'intéresse plus précisément aux différentes populations qui constituent les répondants, on va voir que les travailleurs handicapés sont plus positifs que la moyenne, avec 65% de réponses positives, en sachant que ce sont vraiment eux qui peuvent avoir une vision réelle et vraie de l'évaluation de la situation. Et enfin, également une vision plus positive venant de la part des dirigeants, avec une amélioration qui est perçue par plus de 62% d'eux. Sur ce point des dirigeants, je vais vous demander de garder ces chiffres de 62%. On va y revenir un peu plus tard pour voir qu'il y a quand même une grosse différence de perception entre les managers et les collaborateurs. Justement, on va demander aux répondants de se dire est-ce qu'il y a des actions de communication interne et de sensibilisation au sein de leur entreprise. Là, à part les chiffres qui sont au milieu, journal interne, d'information, les conférences de sensibilisation, bien évidemment, c'est très intéressant. On voit une légère diminution, par exemple, de journal interne par rapport à il y a 10 ans. En revanche, le chiffre le plus intéressant reste les 29% des répondants qui se disent qu'il n'y a aucune action particulière qui a été menée au sein de l'entreprise et les 19% de je ne sais pas. Au global, quasiment 48%, un répondant sur 2, ne sait pas ou ne voit pas les actions de communication interne et les sensibilisations menées par l'entreprise. On a un effet de seuil, bien évidemment. Plus on augmente en taille de l'entreprise, plus la visibilité des actions menées en interne est forte. Également un effet sectoriel avec le secteur de l'énergie qui est plutôt un très bon élève dans lequel les collaborateurs arrivent très bien à identifier les actions menées en faveur du handicap, alors que les secteurs de conseil, d'intérim, ESN et luxe sont légèrement, on va dire, à la traîne par rapport à cette visibilité. Et est-ce que
Les mêmes répondants considèrent que les actions de communication interne et de sensibilisation ont été suffisantes. Le plutôt oui est, on va dire, presque minoritaire, 47%, toujours ce rapport de 1 sur 2. Mais on va jouer un petit jeu, on va donner une pondération à chacun des pourcentages pour amener une note sur 20. Et on va dire que les répondants considèrent que l'efficacité des actions de communication est seulement de environ 9,3 sur 20, qui est une note donc inférieure à la moyenne. Cette note est en légère augmentation par rapport à 2009. On gagne quasiment 1 point, mais reste donc largement insuffisant. Encore une fois, parmi les répondants, il y a un effet de seuil. Dans les entreprises de plus de 500 personnes, le score augmente. On dépasse les 10, donc la moyenne, sur 20. Et pour les entreprises de plus de 2000 personnes, la note est au maximum, c'est-à-dire de 12,2 sur 20. On est à une mention, on va dire, assez bien de la part de ces entreprises de grande taille. Pourtant, il y a toujours 34% de réponses négatives, c'est-à-dire des personnes qui considèrent que les actions ne sont pas suffisantes. Et bien toujours l'effet sectoriel, l'effet hiérarchie également. Les personnes, les managers, les dirigeants considèrent toujours que l'action est plus que suffisante, mais pas d'effet RQTH. C'est-à-dire une personne en situation de handicap ou pas en situation de handicap, elles ont le même pourcentage de perception envers leur efficacité de sensibilisation. Est-ce que mon entreprise m'a préparé à travailler avec des personnes en situation de handicap? Là, pareil, on va jouer sur la note sur 20. On arrive à une note à 8,5 sur 20. L'action des entreprises pour aider les travailleurs, les salariés à travailler avec des personnes handicapées est jugée largement insuffisante. On est absolument pas dans une amélioration depuis 10 ans, parce qu'on est passé de 8,9 sur 20 à 8,5 sur 20, plutôt dans un effritement d'ailleurs. On a très peu d'entreprises, seules celles qui ont plus de 2000 collaborateurs qui dépassent la note sur 10, et qui atteint les 10,8 sur 20. Un écart très fort de perception, forcément, avec des répondants issus des missions handicap ou des fonctions RH et le reste du monde. Les fonctions RH arrivent à une note moyenne de 14,4 sur 20, contre les 10 sur 20 des autres populations. On peut se poser la question, est-ce que cela vient vraiment de l'accompagnement des entreprises ou de la spécificité de ces différentes fonctions? Une question miroir existe. Donc, est-ce que mon école m'a bien préparé à travailler avec des travailleurs handicapés? Pareil, on est dans un pourcentage vraiment très très faible. Si on le ramène à une note, on arrive à peine à 5 sur 20. Donc l'action des écoles est jugée largement insuffisante, encore moins que l'action des entreprises. Même question, quasiment, sur l'action de communication externe mise en œuvre dans votre entreprise. Toujours aucune action particulière et je ne sais pas, qui sont les 2 points qui nous intéressent le plus. Et là, on passe de 44% à quasiment 55% des répondants qui considèrent qu'il n'y a aucune action qui est menée par l'entreprise ou qui ne sait pas du tout quelles sont les actions menées par l'entreprise. Le seuil est encore plus fort dans cette question. Il faut attendre les 2000 collaborateurs pour voir un léger et vraiment très léger changement en termes de perception, où les actions sont légèrement mieux vues, plus visibles auprès des collaborateurs. En dessous de ce seuil, il y a une relative égalité entre les différents répondants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire selon les collaborateurs ainsi que selon les étudiants pour améliorer l'intégration des personnes handicapées? Dans le monde du travail, dans la réponse de la part des collaborateurs et salariés, on va voir un top 3 qui se détache vraiment très nettement. Premièrement, à 53%, ils considèrent qu'il faut une meilleure implication des dirigeants. Avoir un support en interne, un ambassadeur en interne au sein de la direction peut donner plus de visibilité aux actions de communication sur le thème du handicap. Plus de communication interne sur le sujet, à 43%. Là, il faut prendre un peu avec les pincettes parce qu'il y a même une large population qui n'arrive pas à voir et qui ne sait pas ces actions de communication. Donc, je pense qu'il vaut mieux tourner la phrase en plus de communication ciblée envers les collaborateurs pour qu'ils soient plus visibles. Et 42% considèrent qu'il faut une meilleure implication des cadres et des managers, donc toujours impliquer la direction dans cette démarche de handicap. Au sein de l'enseignement supérieur, on va avoir également un top, mais là plutôt un top 6 qui se démarque vraiment avec plus de 50% de répondants et qui s'intéresse d'une part au fait qu'il faut communiquer plus rapidement dès les lycées aux personnes sur le handicap pour les accompagner vers l'enseignement supérieur
Également, encourager les actions des établissements supérieurs pour accueillir les jeunes en situation de handicap. À 60% également, encourager dès le collège les jeunes handicapés à faire des études supérieures. Et le reste, améliorer la formation et l'information auprès des plus jeunes. Donc, on constate avec ces deux études qu'effectivement, il y a encore un travail très important à faire pour faire évoluer le regard du handicap, tant dans l'entreprise, malgré les nombreuses actions qui sont menées par les missions handicap, par les ressources humaines, qu'au sein de l'enseignement supérieur qui est, pour de très nombreuses entreprises comme les vôtres, la porte d'accès à l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. N'attendons pas que les personnes soient dans les entreprises pour les sensibiliser au plus tôt à ce sujet du handicap et aux personnes handicapées. Alors, l'enseignement supérieur, c'est un point important parce que c'est aussi une des raisons du déficit de la formation. Alors d'abord, une bonne nouvelle, depuis ces années, eh bien, nous voyons que le nombre de jeunes handicapés dans les parcours de formation évolue. Aussi bien dans le primaire, c'est la courbe verte, que dans le secondaire, la deuxième courbe. Alors le secondaire, je vous rappelle, c'est le collège et le lycée, que dans l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Nous pouvons nous réjouir. Hélas, derrière se cache une réalité qui est moins glorieuse. La première, c'est lorsque l'on compare les jeunes en situation de handicap et la totalité des jeunes dans le parcours d'études. Donc, on prend primaire, collège, lycée et études supérieures et on a 100% des jeunes qui sont en parcours d'études. Que constatons-nous? Eh bien, nous constatons que les jeunes qui sont en situation de handicap sont plus que l'ensemble des jeunes, principalement en primaire et au collège. 52% contre 45% pour le primaire, 30% contre 22% pour le collège. Et on constate, hélas, qu'ils sont moins nombreux au lycée. Ils ne sont que 10% là où l'ensemble des jeunes est à 15%, et ils sont 2 fois moins nombreux dans les études supérieures. Donc, hélas, le nombre de jeunes évolue, mais proportionnellement, il y a toujours ce grand déficit dans le parcours d'études entre primaire, collège et lycée et études supérieures. Je vous propose de zoomer plus particulièrement sur ces jeunes en situation de handicap au niveau du collège et du lycée, c'est là la partie secondaire. Que constatons-nous? Eh bien, d'abord, on constate une énorme rupture entre le collège et le lycée. Petit commentaire peut-être sur les différentes catégories. Donc, vous avez, quand on étudie la scolarisation des jeunes en situation de handicap, on regarde ceux qui sont dans une classe ordinaire, donc comme tous les élèves qui ne sont pas en situation de handicap. Alors, on parle de scolarisation individuelle. Il y a ceux qui sont dans les ULIS, les unités locales d'inclusion scolaire, qui sont au sein d'établissements ordinaires, mais qui sont là des scolarisations collectives. Il y a ensuite, donc, classe ordinaire et ULIS, on est au sein de l'éducation nationale. Ensuite, il y a les établissements sociaux et médicaux sociaux, qui sont des établissements qui vont accueillir en internat, en semi-internat ou en externat, des jeunes en situation de handicap. Et dans ces établissements-là, il y a des professionnels, il y a des psychologues, des psychiatres, des éducateurs, des psychomotriciens, des orthophonistes, des enseignants spécialisés. Vous avez peut-être entendu parler, c'est des IME, c'est des ITEP, des IEM, des études d'éducation motrice, etc., etc. Et puis, il y a les enfants qui sont hospitalisés. Regardons ce qui se passe au sein de l'éducation nationale, donc classe ordinaire et ordinaire ULIS. Eh bien, on voit que la grande rupture, c'est entre le collège et le lycée, qui est très, très marquante. Et deuxième point, c'est qu'au niveau du lycée,
60% des jeunes qui sont en situation de handicap sont dans des filières professionnelles. La moyenne générale des jeunes en France qui sont en filière professionnelle, c'est 30%. Donc, ils sont 2 fois plus que les autres en filière professionnelle. Pourquoi je soulève ce point? Eh bien, parce que on sait très bien que la filière professionnelle, quand on est en filière professionnelle, on va peu dans l'enseignement supérieur. Là aussi, il y a des statistiques qui ont été réalisées. Un jeune qui a un bac général, à 95%, il s'inscrit dans les études supérieures. Un jeune qui a un bac pro, il s'inscrit dans les études supérieures qu'à 38%. Donc déjà, vous voyez, là, il y a une perte considérable. Il y a un autre élément qu'il faut regarder, c'est la poursuite des études. Et là aussi, les statistiques sont assez dramatiques. Un jeune qui a un bac général, à 92%, est toujours dans les études supérieures 1 an après son entrée. Un jeune qui est en bac pro est dans les études 1 an après, un an après son entrée, qu'à 42%. Donc ça veut dire que la majorité des jeunes en situation de handicap vont très peu aller dans les études supérieures. On l'a vu dans l'image précédente, c'est ce qui explique qu'ils ne sont que 8% dans les études supérieures. Alors justement, si on regarde un peu ce qui se passe, on voit aussi que l'impact du milieu social est important. Alors je ne vais pas vous lire toutes ces lignes-là, vous pourrez y accéder, mais on constate que l'impact du milieu social sur les jeunes qui sont en situation de handicap amplifie les écarts dans la progression scolaire. Je ne prenais que la première ligne. Quand on a 10 ans et qu'on ne redoute pas, on est en CM2. Eh bien, que nous montrent ces chiffres? Eh bien, que quand on est un enfant en situation de handicap d'un milieu défavorisé, eh bien, à 15%, on est à l'heure en CM2, alors que c'est 39% pour des jeunes qui sont de milieux très favorisés. Vous avez sur la dernière colonne les écarts qui montrent à chaque fois eh bien, la prévalence importante du milieu. Et donc ça, c'est un enjeu sociétal, évidemment, pour nous. Je reviens sur l'impact sur les études supérieures. Bien, vous avez ici les chiffres, les derniers chiffres de la rentrée 2017-2018, où nous avions pratiquement 30 000 étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur, avec là aussi quelques caractéristiques et quelques comparatifs par rapport à l'ensemble de la population étudiante. 89% des jeunes en situation de handicap sont à l'université dans l'enseignement supérieur, là où la moyenne nationale est de 63%. Et au sein de ces 89%, la majorité est présente en licence et puis beaucoup moins en master. Vous avez les comparaisons là aussi, avec une erreur dans les chiffres, parce qu'on a 30% à chaque fois, donc là il y a une petite erreur qui s'est réalisée. En licence, les étudiants en situation de handicap sont à 79%, la moyenne est à peu près de 60%. En master, 20%, là les 30% c'est bon, et en doctorat c'est 1%, là où la moyenne nationale est d'environ 5%. Je vous donne un chiffre. Les jeunes aujourd'hui en situation de handicap qui sont en bac plus 4, bac plus 5, je ne dis pas qu'ils sont diplômés, je dis inscrits en bac plus 4, bac plus 5, ça représente sur tout le territoire national environ 5500 étudiantes et étudiants. Donc on voit là aussi le faible taux de ces jeunes, ce qui a un impact sur l'entreprise, sur les difficultés de recruter les jeunes en situation de handicap au niveau de qualification qui sont les vôtres. Une conséquence importante, eh bien, c'est le taux de chômage des jeunes. Le taux de chômage des jeunes en France est d'environ 19%. Ça, c'était les chiffres, évidemment, avant la période que nous sommes en train de traverser. Il faut savoir que le taux de chômage des jeunes en situation de handicap est de 27%. Je ne pense pas que dans une société comme la nôtre, nous pouvons nous satisfaire de ce taux-là. Déjà, le taux de chômage des jeunes est important, mais ce taux de chômage de 27%,
devient assez inacceptable. Voilà pour cette présentation, ce bilan du parcours d'études des jeunes en situation de handicap et l'incidence directe sur leur rentrée, ou devrais-je dire plutôt leur non-rentrée sur le marché de l'emploi. Troisième frein qui était soulevé par la plateforme RSE concernait la position de la politique d'emploi. En gros, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un dispositif très spécifique de mission handicap, clairement identifié, soit vous avez un dispositif plutôt de politique diversité, de politique QIT, qualité de vie au travail, de politique RSE. Eh bien, nous nous apercevons que dans le cas où il y a des actions très spécifiques, un dispositif très spécifique, on a un suivi très précis, évidemment, de la politique handicap, quantitatif, financière, avec une séparation entre des recrutements généralistes et des recrutements plus ciblés sur les jeunes, pardon, sur les personnes handicapées en règle générale. Moi, je parle beaucoup de jeunes, mais c'est des personnes handicapées en règle générale. Et puis, il y a des politiques diversité où les personnes handicapées sont mixées de la même façon avec toutes les minorités discriminées ou qui risquent d'être discriminées. Le risque de cette deuxième solution, eh bien, c'est de diluer les enjeux de l'insertion des personnes handicapées, la visibilité et les moyens qui sont consacrés. Et évidemment, ça a une résonance sur le fait que la politique handicap va être ou non intégrée au champ de la RSE. Donc ça, c'est quelque chose aussi à laquelle il faut bien sûr réfléchir. Alors, on arrive tout naturellement à cette question, avant même de pourquoi intégrer le handicap au sein de la démarche RSE, c'est faut-il intégrer le handicap au sein de la démarche RSE? Yann, est-ce que vous pouvez nous donner le résultat de notre sondage? On ne vous entend pas, Yann. Actuellement, je disais qu'on était à 100% de répondants qui considèrent que c'est pertinent d'intégrer le handicap à la stratégie des RSE. Bon, bravo et merci. Du coup, nous allons tendre vers cette pertinence. Penchons-nous sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, cette fameuse OETH. Pour l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit répondre aux contraintes législatives pour, entre autres, diminuer les impacts économiques. On sait les conséquences de répondre à un taux d'emploi ou pas sur ce qu'on appelle la contribution. Donc, ce qui veut dire que quand on est dans cette démarche très spécifique, et vous devez l'être évidemment, il y a un lien fort, il y a des liens forts qui sont recherchés entre les actions que l'entreprise va mener et leurs conséquences sur la baisse des contributions. Ce qui veut dire que dans cette dynamique-là, l'entreprise et Tremplin, c'est un réseau de très nombreuses entreprises, 150, 200 entreprises, eh bien, on a des approches qui sont très héroïstes. Donc, ça veut dire quoi, héroïste? C'est le return on investment. Ça veut dire que on se dit, pour 1 euro mis dans les actions handicap, combien ça nous rapporte? Sous-entendu, combien ça nous fait diminuer notre contribution. Généralement, c'est une approche à court terme, et je ne mets pas de jugement de valeur derrière ça, qui est centrée sur l'entreprise. Évidemment, c'est centré sur le taux d'emploi de l'entreprise. Alors d'ailleurs, au niveau de la société, on voit une conséquence immédiate, c'est que comment comprendre, même si le taux d'emploi aujourd'hui est encore faible, 3,4%, on l'a vu, comment comprendre quand même que ce taux d'emploi a augmenté et que malgré cela, le chômage des personnes handicapées est toujours important. Généralement, quand un taux d'emploi augmente, le chômage baisse. Là, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien parce que
les entreprises ont augmenté leur taux d'emploi, principalement grâce au maintien dans l'emploi et en menant énormément de communication pour que les salariés qui étaient déjà dans l'entreprise puissent se faire reconnaître et fassent ainsi amplifier le taux d'emploi de l'entreprise. Alors, je ne voudrais pas dire, ben non, c'est une mauvaise chose, parce que une entreprise qui peut permettre à ses salariés qui acquièrent des troubles de santé de rester dans leur activité, d'adapter un poste de travail, des conditions de travail, il faut quand même s'en réjouir. Donc ça, c'est une excellente chose. Mais du coup, eh bien, on voit que ceux qui sont à l'extérieur de l'entreprise, hélas, le restent. Donc ça, c'est un constat qu'il faut peut-être chercher à améliorer. Donc là, on est vraiment dans le cadre de l'obligation d'emploi. Hein, c'est limiter sa contribution et répondre par des actions, entre autres les reconnaissances, à son obligation d'emploi. Mais voilà, l'entreprise peut aussi, et on a vu tous les éléments déjà, peut se dire aussi, eh bien, il faut agir pour des enjeux qui dépassent les enjeux propres de la politique handicap de l'entreprise. Ces enjeux, nous les avons vus, c'est quoi? C'est la réussite académique des jeunes en situation de handicap, c'est l'insertion professionnelle. Encore une fois, je vous rappelle le taux de chômage. C'est aussi l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans notre société. Et donc, si on se dit, ben oui, il faut agir pour des enjeux qui dépassent notre politique handicap, alors là, oui, là, on est effectivement dans l'inscription de nos actions dans le cadre de notre responsabilité sociale. La responsabilité sociale, je vous donne deux repères de définition, celle de la Commission européenne et puis celle de la loi Pacte que vous devez forcément connaître. Eh bien, intégrer le handicap dans la RSE, ça veut dire se préoccuper des impacts sociaux, aussi environnementaux, de l'activité. C'est ça qui est important. Et ce que j'aime bien dans la définition de la Commission européenne, c'est l'intégration volontaire. Toute la question est là. Alors merci, vous avez répondu à 100% en disant ben oui, c'est pertinent. Alors moi, je le traduis en disant ben, vous êtes volontaire pour intégrer le handicap dans les RSE, mais voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire prendre en compte, tenir compte des préoccupations sociales de vos activités sur les parties prenantes. Et puis, il y a aussi la définition de la loi Pacte qui dit c'est de ne pas se limiter à la recherche du profit, c'est redéfinir aussi notre raison d'être pour renforcer justement la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux liés à l'activité. Si on traduit ça dans le champ du handicap, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut savoir dépasser ces enjeux internes de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dépasser aussi ce carcan du budget handicap pour répondre aux enjeux sociétaux externes qui posent à notre société. Nous, on entend beaucoup autour de nous des entreprises qui disent ben non, ben ça ne rentre pas dans notre budget handicap, ça ne rentre pas dans notre accord, ça ne rentre pas dans le cadre de la convention les conventions qu'on peut avoir avec la GFIP, si on est un employeur privé ou avec le FIP et HFP, si on est de la fonction publique. Si on s'inscrit dans la RSE, le handicap dans la RSE, c'est chercher à créer un lien fort entre les actions menées et les conséquences sociétales qu'elles génèrent. C'est du coup changer un peu de regard, changer peut-être de paradigme pour utiliser un mot un peu à la mode, c'est non plus avoir une approche héroïste, mais S-héroïste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche S-héroïste? C'est l'approche du Social Return on Investment. C'est quel est le retour social des actions que je mène. Mais ça veut dire aussi avoir une vision non plus à court terme, mais à moyen et long terme. Il est sûr que quand on s'intéresse à la formation des jeunes en situation de handicap, on n'est pas du tout dans le même temps, dans le même espace-temps
que lorsqu'on est centré sur le recrutement dans l'année de personnes en situation de handicap. 1 an pour la formation d'un jeune, ce n'est rien du tout, surtout lorsqu'on part d'un jeune qui est au collège. Il a encore le temps avant d'arriver dans votre entreprise. Et c'est aussi, si on inscrit le handicap dans l'approche RSE, c'est s'ouvrir à l'extérieur et sur ce que l'entreprise peut apporter à l'extérieur pour contribuer à une société plus inclusive. Si on veut être dans une approche de responsabilité sociale, eh bien, il faut que cette RSE s'exprime et se concrétise sur les territoires. Il faut qu'elle soit pratique. Et pour être pratique, il faut qu'elle soit au plus près des personnes en situation de handicap. Donc, il faut qu'elle s'exprime sur les territoires sur lesquels votre entreprise est implantée, pour être en relation au plus près avec des entreprises adaptées, pour être en relation au plus près avec des jeunes, justement, en situation de handicap, qui sont dans les établissements, les collèges, les lycées, même les enseignants supérieurs, pour être au plus près des acteurs associatifs, pour être au plus près des acteurs académiques qui agissent eux aussi pour cette inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Ce qui veut dire qu'il faut favoriser l'innovation sociale en construisant des partenariats territoriaux, parce que l'entreprise, on en est conscient, ne peut pas tout. Les écoles ne peuvent pas tout non plus, les acteurs territoriaux ne peuvent pas tout, mais ensemble, je crois que vous pouvez beaucoup. Et donc, ça ne pourra se réaliser qu'en construisant pour les personnes en situation de handicap des partenariats territoriaux. Alors, on n'est pas loin, du coup, quand on parle de construction, de parties prenantes, on n'est pas loin non plus des objectifs du développement durable. D'ailleurs, beaucoup disent que la RSE, c'est la contribution à des réponses pour les objectifs de développement durable. Vous les connaissez tous, ils sont au nombre de 17, mais vous voyez, je prends le 17e, je reviendrai sur les autres après. Oui, les partenariats pour réaliser les objectifs, c'est quelque chose d'important et ces partenariats s'inscrivent directement dans le champ de la RSE. Bon, oui, je partage complètement votre avis. Le handicap doit s'inscrire dans la RSE pour les éléments que nous venons de voir là, parce que ce n'est qu'ensemble que l'on réalise une société inclusive. C'est en se mettant autour de la table, en mettant des coopérations, que l'on peut œuvrer pour la réussite académique des jeunes, pour l'insertion professionnelle des jeunes et des moins jeunes, et pour l'inclusion sociale, pour la participation, je vous rappelle la loi de 2005, pour la participation à la vie, à la société, à la citoyenneté. Donc, en fin de compte, en partant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, nous avons passé la barrière de la responsabilité sociale et nous avons terminé avec des réponses, pas forcément totales, mais au moins partielles, à des objectifs de développement durable. Alors, je vous parle un peu de tremplin. Je vous parle un peu de tremplin parce que nous nous inscrivons directement dans ce champ aussi des objectifs du développement durable pour répondre à des enjeux sociétaux qui nous semblent importants, la formation et l'emploi des jeunes en situation de handicap. Alors, si j'en reviens aux objectifs du développement durable, nous, à notre taille et fort modestement, on veut inscrire nos missions dans 6 des 17 objectifs. Pas de pauvreté. Là aussi, on sait très bien que les familles qui sont touchées par le handicap sont socialement, économiquement moins favorisées que les autres familles. On veut, vous l'avez compris, forcément agir pour une éducation de qualité. Éducation de qualité qui permettra d'ailleurs à de nombreuses personnes d'accéder à un travail décent et de contribuer, mais aussi de bénéficier de la croissance économique. C'est forcément réduire les inégalités
entre les personnes qui sont en situation de handicap et celles qui ne le sont pas. C'est agir sur les territoires, donc développer aussi l'aspect durable des villes. Et l'aspect durable des villes, ce n'est pas que l'aspect environnemental, c'est aussi l'aspect social des villes et des territoires. Et vous l'avez compris, on ne peut atteindre ces différents objectifs qu'en construisant des partenariats avec tous les acteurs. Donc, en 2018, eh bien, on a redéfini, nous, notre stratégie associative en réaffirmant notre utilité sociale. Donc, on a redéfini notre vision, notre mission et nos objectifs. Vous les avez sous les yeux. Notre mission, bah oui, c'est construire une société plus inclusive, donnant une place à chacun, et donc, entre autres, aux personnes en situation de handicap. Notre vision, c'est offrir des perspectives d'avenir à ces jeunes. Aujourd'hui, vous avez vu, les perspectives d'avenir, qu'est-ce que c'est? C'est 27% de chômage. On ne peut pas se satisfaire de ça. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est que chaque jeune puisse aller aussi loin qu'il le peut dans sa réussite académique et dans son insertion professionnelle à la hauteur de son potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chiffres, vous les avez vus, très peu accèdent aux études supérieures. Mais ce n'est pas une raison pour qu'ils ne puissent pas accéder à l'emploi. On parle d'accessibilité, moi j'aime bien parler de chaîne d'accessibilité. Et entre autres, la chaîne d'accessibilité à l'emploi. Et cette chaîne, sa première station, c'est l'école, c'est le collège. C'est au collège qu'on commence à parler d'orientation. C'est le lycée. Vous avez vu, 60% sont en filière pro. Quand vous êtes dans une filière pro, vous avez des stages en seconde, en première, en terminale. Il faut qu'ils trouvent ces stages pour avancer dans leur parcours d'études. Et puis, il y a ceux qui auront la possibilité, le potentiel, l'opportunité aussi, ce qui n'est pas donné à tout le monde, l'opportunité d'aller vers les études supérieures et d'y réussir. Donc ça, c'est notre vision. Mais puisque la RSE se situe sur le territoire, eh bien, on veut, nous, s'inscrire dans des dynamiques territoriales pour co-construire des projets en faveur de la formation et de l'emploi de ces collégiens, ces lycéens, ces jeunes diplômés. Donc, Tremplin, la grande caractéristique, c'est son réseau d'employeurs. Eh bien, ce que nous demandons à nos employeurs, c'est justement d'inscrire d'abord leur démarche avec nous dans le cadre de leur responsabilité sociale, ce qui aura forcément un impact sur leur obligation d'emploi. En revanche, l'inverse n'est pas systématiquement vrai. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des employeurs engagés, des employeurs de toute taille. Aujourd'hui, Tremplin, c'est plutôt des grands employeurs privés, quelques employeurs aussi publics importants. Mais c'est des grands employeurs. Or, quand on est sur un territoire, il faut être en capacité de mobiliser tous les acteurs territoriaux, on y reviendra. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir des employeurs qui sont à la recherche d'un impact sociétal. Si la politique handicap est inscrite dans une dynamique RSE, c'est bon. C'est qu'ils agissent sur leur territoire d'implantation. Je ne reviens pas là-dessus, on s'est expliqué pourquoi. Intervenir auprès de leur écosystème, tant interne qu'externe, pour favoriser la réussite académique et l'insertion professionnelle et pour agir dans une dynamique de co-construction. Encore une fois, l'entreprise ne peut pas tout toute seule. Elle ne peut pas tout toute seule, eh bien, avec qui travailler sur les territoires? D'abord avec ce que nous appelons les acteurs de projet, c'est-à-dire les jeunes eux-mêmes, pour faire aboutir, pour faire naître et aboutir leurs projets, les acteurs employeurs, de la grande entreprise à l'artisan, aux commerçants, sans oublier les startups. C'est les acteurs académiques, évidemment, du collège à l'enseignement supérieur, en passant par la filière CFA. L'apprentissage auprès des jeunes en situation de handicap était en baisse. Eh bien, il est temps de rehausser ces actions-là. Les acteurs associatifs, aussi bien du champ du handicap de l'insertion, et évidemment les acteurs publics de la région à la commune. Et un territoire, c'est d'abord les acteurs communaux, c'est d'abord les mairies, puis les départements. La région reste quand même un acteur aujourd'hui territorial assez imposant, devrais-je dire. Et évidemment, ne pas oublier l'État. Donc, voilà rapidement ce que nous proposons aux employeurs. Je dis employeurs parce que ça peut être des entreprises privées, mais ça peut être des employeurs publics qui,
développe de façon volontaire le handicap dans la partie RSE. Une de nos actions un peu événementielle, qui a, mais comme d'autres événements, été très freinée et bouleversée par la crise sanitaire que nous traversons, c'est notre dispositif, notre concours Tous en scène. Quel est l'objectif de ce concours? Eh bien, c'est de mobiliser le plus grand nombre, vous voyez, on est toujours dans la co-construction, de mobiliser le plus grand nombre sur ce sujet du handicap. Le plus grand nombre, eh bien, ce sont les jeunes en situation de handicap, ceux qui ne sont pas en situation de handicap, ce sont les entreprises et au sein des entreprises, les collaborateurs, les collaboratrices, qu'ils soient en situation de handicap ou pas. Donc, c'est vraiment une démarche inclusive. Comme je le dis souvent, je dis tous en scène, vous n'êtes pas en situation de handicap, c'est pas grave, vous pouvez quand même y participer. Nous avons trois enjeux. Nous avons trois enjeux que l'on retrouve d'ailleurs dans nos actualités, dans nos activités. Le premier, vous l'avez compris, vous avez tout le contexte maintenant, inciter les collégiens et les lycéens en situation de handicap à prolonger leurs études d'enseignement supérieur. Nous le voyons chez Tremplin. On accompagne, bon an, mal an, 550, 600 jeunes par an. Et on voit très bien que des jeunes qui ont des parcours difficiles l'ont, non pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel de réussir, mais parce qu'ils n'ont pas les opportunités de réussir. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner ces opportunités, leur donner envie. Ce qui veut dire au passage aussi, lorsqu'on s'adresse à des collégiens ou à des lycéens, qu'il faut être en capacité d'amener aussi les familles, les parents, à rehausser l'ambition qu'ils peuvent avoir pour leurs enfants. Ça, c'est quelque chose d'important. On sait très bien que dans l'orientation, le poids des familles, l'impact des familles, positif ou négatif, est conséquent. Donc, ouvrir les familles à la réussite de leurs enfants, c'est un de nos objectifs. Et d'ailleurs, c'est une des actions que nous voulons mettre en place, entre autres auprès des salariés de nos entreprises partenaires qui sont eux-mêmes parents d'enfants en situation de handicap. Deuxième objectif de Tous en scène, c'est amplifier les campus, les cursus de l'enseignement supérieur à s'ouvrir aux jeunes. Parce que si on incite les jeunes en situation de handicap à dire « allez vers les études supérieures », mais qu'ils trouvent porte close, ils vont nous regarder un peu bizarrement et surtout, la déception sera au rendez-vous. Donc, c'est vraiment inciter les établissements à s'ouvrir, mais aussi à le faire savoir, parce que beaucoup d'établissements s'ouvrent à ces jeunes en situation de handicap. Mais encore une fois, nous qui interrogeons des collégiens, des lycéens, eh bien, ils ont peu de visibilité sur ces opportunités que leur offrent les différents établissements de l'enseignement supérieur. C'est aussi d'ailleurs ce qui explique le fort taux je parle en pourcentage, pas forcément en nombre, le fort taux de jeunes étudiants en situation de handicap qui sont plutôt à l'université que dans d'autres établissements. Et puis, c'est permettre aux personnes handicapées, avec des niveaux d'études supérieurs au bac, d'accéder plus facilement au marché de l'emploi. On sait très bien qu'en France, je vais sortir une phrase un peu rude, mais sans diplôme, pas d'emploi. Il suffit de regarder les personnes qui accèdent à l'emploi et leur taux de chômage. Le taux de chômage est directement corrélé au niveau de leur qualification. Alors, pour une entreprise, pour un employeur, encore une fois, pourquoi devenir partenaire de cet événement? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est renforcer ses relations écoles. Et là aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une approche inclusive, c'est-à-dire non spécifiquement centrée sur les jeunes en situation de handicap. C'est porter le sujet du handicap dans ses relations écoles. C'est évidemment valoriser votre politique. Alors, la politique handicap seulement ou la politique diversité et la politique RSE? Ma réponse est plutôt politique diversité et politique RSE. C'est aussi s'ouvrir à des profils qualifiés et c'est leur permettre de s'ouvrir à vos postes et à vos activités. Et puis, c'est utiliser avec efficacité, puisqu'il ne faut pas l'oublier, il y a évidemment un élément financier, utiliser avec efficacité vos contributions au handicap, mais
Là aussi, si on veut déborder le cadre de la contribution handicap, eh bien, il peut y avoir du mécénat financier. D'ailleurs, c'est assez surprenant de voir que beaucoup d'entreprises, dans le cadre de leur RSE, agissent pour d'autres diversités, pour d'autres vulnérabilités, et que lorsqu'il s'agit du handicap, elles ne le font pas parce qu'il y a la contrainte de ce budget handicap. Mais c'est une autre histoire, je suis prêt à en discuter avec vous. Quelques chiffres sur Tous en scène, je vous laisse les découvrir, ils sont assez conséquents. Mais il n'y a pas que les chiffres derrière Tous en scène, il y a aussi évidemment l'impact qualitatif auprès des jeunes, et on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je vous invite à aller découvrir des petites vidéos best-of des étudiants eux-mêmes qui ont été lauréats, et c'est assez poignant de les écouter, et lorsque on écoute leurs témoignages, on se dit, eh bien, ces étudiants, demain, ils vont être en entreprise, et c'est gagné pour eux. C'est-à-dire que quand on va leur parler de handicap, bah oui, ils sauront ce que c'est, ils sauront quelle posture avoir, et bah pour l'entreprise, c'est gagné. C'est ça qui est intéressant, mais pas que pour l'entreprise, pour aussi leur vie de tous les jours et leur vie quotidienne. C'est un dispositif qui est structuré en 3 temps forts. Alors, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le temps, hein, puisqu'il démarre en septembre en règle générale et se termine en juin, avec l'apothéose, la cérémonie fin mars. Alors, nous ne l'avons pas mise en œuvre cette année, vous savez pourquoi. Et avec l'agence EPOCA, ben justement, on essaye de réfléchir à comment, en fonction des critères du déconfinement, pouvoir remettre en place cette cérémonie. Mais la cérémonie, c'est le point d'orgue. Ce qui est assez remarquable, c'est la mobilisation des étudiants tout au long de la partie constitution des équipes et dépôt de vidéos. C'est aussi la mobilisation des collaborateurs et des collaboratrices qui ont des rôles assez importants et plutôt plaisants dans cette phase-là. Et puis, c'est les votes où chacun va aller voir les films et voter et découvrir de très belles réalisations qui sont belles parce qu'elles interpellent, elles interrogent les jeunes eux-mêmes, les familles, des profs, mais aussi des managers, des collaborateurs et des entreprises. Bon, c'est une visibilité de 10 mois, évidemment. Hein, les entreprises partenaires qui sont engagées à nos côtés, nous les rendons visibles. Mais il n'y a pas que la visibilité, il y a aussi toute la mobilisation interne de leurs collaborateurs, de leurs collaboratrices. Il y a toute la mobilisation de leur école cible. Donc, on est plus que dans la visibilité. Et enfin, c'est une présence nationale et internationale de Tous en scène. Alors, pourquoi internationale ? Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait volontairement, mais on s'aperçoit qu'il y a des étudiantes et des étudiants qui sont dans les différents hémisphères, qui participent aussi à Tous en scène, et ça, on en est vraiment très, très heureux. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce concours Tous en scène. Pour terminer, je suis heureux de voir que vous adhérez à cette vision que l'entreprise devrait avoir, doit avoir sur l'intégration, l'inclusion, je devrais utiliser ce terme, l'inclusion du handicap dans le champ de la RSE. C'est vraiment ce que je souhaite pour que l'entreprise s'ouvre aussi sur les enjeux sociétaux que cela représente. Et je crois que l'entreprise est un très bel acteur pour influencer justement sociétalement l'environnement des territoires sur lesquels elle est et favoriser cette inclusion sociale en règle générale des personnes en situation de handicap, des jeunes, en ce qui concerne plus particulièrement l'association Tremplin, mais aussi des moins jeunes. Et je crois que, vu les chiffres qui sont hélas ceux d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous remercie. Si vous avez des questions, Yann, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Donc actuellement, on a pas mal de questions qui sont en ligne. On va sélectionner quelques-uns. Je vais vous afficher les questions en grand écran directement, Christian, pour que vous puissiez prendre la main pour y répondre. Oui. La première.
Alors, donc, comment mieux accompagner les entreprises et surtout former les collaborateurs à participer à l'insertion des personnes en situation de handicap. 3 votes. Alors, qu'entendre par participer à l'insertion des personnes en situation de handicap? Là aussi, il y a 2 visions possibles, peut-être une troisième, moi j'en vois 2. C'est participer à l'insertion des personnes en situation de handicap dans notre société, premier volet. Deuxième volet, c'est participer à l'insertion des personnes en situation de handicap dans l'entreprise dans laquelle je suis. C'est deux ouvertures de champ différentes, sachant que, évidemment, la première, la plus large, va servir la seconde. Pour moi, former des collaborateurs, c'est, je pense que le mieux, c'est les mettre en relation avec. La rencontre, c'est quand même la plus belle forme d'accès à l'autre, mais aussi à la culture et aux cultures réciproques. Donc, c'est faire découvrir aux collaborateurs ce qu'est une personne en situation de handicap. Alors, pourquoi je vous tiens ce discours? Parce que c'est le cheval de bataille de notre association. Nous, notre but, c'est de rapprocher ceux qui ne sont pas en situation de handicap. Alors, c'est des étudiants qui ne sont pas en situation de handicap, c'est des collaborateurs qui ne sont pas en situation de handicap, de celles et ceux qui le sont. Vous voyez, pendant cette période de confinement, eh bien, nous nous sommes dit, on est loin, c'est pas grave, on va rapprocher les uns et les autres. Et on a mis en place 3 ateliers à distance où des collaborateurs de nos entreprises partenaires ont coaché des jeunes. Alors, il y a eu du coaching en anglais. Il y a aujourd'hui du coaching pour entraîner à distance des jeunes qui sont à la recherche d'un stage, d'une alternance et d'un emploi, donc pour les entraîner à réussir leur entretien de recrutement. Et on est aussi en train de mettre en place à distance des ateliers de découverte métier pour que des collaborateurs, justement, qui sont des spécialistes de leur métier, d'un secteur d'activité, puissent échanger avec les jeunes que nous accompagnons. Donc, voilà, je crois que la rencontre, c'est le meilleur moyen de sensibiliser et de former les collaborateurs, parce que c'est à travers les rencontres qu'ils vont découvrir ce qu'est une personne en situation de handicap. Alors, un jeune, je prêche pour ma paroisse, mais ou pas un jeune, et se rendre compte que, ben oui, les stéréotypes vont tomber, des a priori vont s'éroder, et ils vont se dire, ben oui, pourquoi pas ce que vous voyez, il y a Je crois que Christian a rencontré un problème de connexion Internet. On va voir s'il arrive à se connecter rapidement. Je vois qu'il y a vraiment pas mal de questions qui ont été posées par différentes personnes participants. Si Christian n'arrive pas à se reconnecter, on va vous répondre un par un par mail directement. Donc, j'ai tous vos coordonnées. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à tous. Vous allez recevoir d'ici quelques minutes un mail contenant un questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre 2 ou 3 minutes afin d'y répondre, cela nous aidera énormément. Et en tout cas, au nom de Christian, je pense qu'il n'a malheureusement pas pu se reconnecter. Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons surtout une très bonne journée.